18h sur TV Vendée. Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette édition du jeudi 13 juillet 2023. On y parlera évidemment feu d'artifice. En ce 13 juillet, de nombreuses communes se préparent à célébrer la fête nationale un peu en avance. Nous découvrirons l'ambiance du côté d'Esnay et puis l'inquiétude à La Roche-sur-Yon, aux abords de l'établissement Jean Moulin. Les parents d'élèves désespèrent de retrouver un agent de sécurité pour faire traverser les écoliers sur un passage piéton non sécurisé. Enfin, inauguration de la maison de santé pluriprofessionnelle de l'Ermenau. Elle offre des conditions d'exercice particulièrement recherchées chez les jeunes médecins. Le 13 ou le 14 juillet, comme souvent, les villes de Vendée se sont réparties sur ces deux dates pour tirer le sacro-saint feu d'artifice. Ce soir, vous pourrez donc voir s'illuminer le ciel des communes de Sainte-Flève-des-Loups, Mouchamps, Pouzauges ou encore Montaigu-Vendée pour ne citer qu'elles. Ce 14, il faudra surtout vous rendre sur la côte ou La Roche-sur-Yon, Luçon ou les Herbiers. La liste complète est à retrouver sur le site de Vendée Tourisme. À Esnay, on en est au dernier préparatif. Le feu sera tiré ce soir. Adélaïde Champlot a assisté à l'installation. Au stade municipal d'Esnay, les équipes techniques s'activent. Ici, on règle les derniers détails, ultimes aménagements pour célébrer la fête nationale un peu en avance. Sur site, les artificiers présents installent tout le nécessaire depuis 8h ce matin. On a différents postes sur le lieu. Donc il y a le poste de bombe. Et après, un poste plus de façade. Donc aujourd'hui, on aura 7 postes en façade pour vraiment que le public ait une façade quand même assez importante sur une 60aine de mètres. Une fois que tu auras fixé. Un feu d'artifice minutieusement préparé par des artificiers qui suivent à la lettre un plan de tir. Il faut être très rigoureux en fait. On a un plan de tir. Ça correspond à des box, c'est des boîtiers, nos boîtiers de tir. Et en fait, sur chaque box, on a un rack, soit monocoup, soit chandelle. Et en fait, on a un plan de tir qui nous indique comment les installer avec leurs inclinaisons. On est 7 artificiers, donc ça reste un assez gros feu d'artifice. 2 espaces, buvettes et restauration sont également prévus. Un service géré par le club de basket de la commune. Une belle opportunité pour ce dernier, puisqu'il en percevra les recettes. Je dirais qu'il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est déjà répondre à l'appel de la ville d'Esnay. Donc ça nous permet d'être présents sur une manifestation communale. C'est également un moment fort pour nous en termes de cohésion entre les bénévoles. Bien évidemment, ça permet aussi de récolter des fonds pour le fonctionnement de notre association. Et puis être présent aussi au 13 juillet, c'est une fête populaire, c'est une fête familiale. Il y a de la convivialité et ça fait partie de nos valeurs club. Début des festivités à 19h, le feu d'artifice est lui prévu pour 23h. Reportage d'Adélaïde Champlot. Et dans l'été en direct, nous étions ce matin du côté de Sainte-Hermine qui se prépare aussi à la fête. Le replay est à retrouver sur notre site internet. Les vacances scolaires sont maintenant bien lancées, mais certains préparent déjà la rentrée de septembre. À l'école Jean Moulin de La Roche-sur-Yon, ce n'est pas le programme ou les fournitures scolaires qui préoccupent les parents d'élèves, mais la sécurité aux abords de l'établissement. Il manque depuis plusieurs mois un agent pour faire traverser les enfants sur un passage piéton. Les parents craignent l'accident. Ils se sont réunis autour d'une opération destinée à alerter. Face à l'établissement Jean Moulin, voici le passage piéton problématique. Simplement surélevé et sans feu tricolore, contrairement à celui plus haut dans la rue. À 16h30, boulevard Branly, la circulation est dense. Difficile pour les enfants de traverser. L'association de parents d'élèves a donc choisi de mener une action. Pour les alerter sur la dangerosité de ce passage, pour lequel il y avait avant un agent pour faire traverser la route, mais depuis quelques mois il n'y a plus d'agent. On a toujours une réponse évasive de la mairie à ce sujet et ce soir, avant les vacances, pour préparer la rentrée de façon sereine, c'est important pour nous parents de nous mobiliser, de mettre en lumière aussi le trafic qu'il peut y avoir, la vitesse à laquelle roulent les véhicules, le nombre d'enfants qui traversent tous les soirs sur ce passage. Face à des quartiers d'habitation, l'axe serait beaucoup emprunté par les écoliers. Voilà 2 ans que la mairie de La Roche-sur-Yon est interpellée à ce sujet, sans solution pérenne. On alerte la mairie qui nous entend
On le fait de manière très régulière, aussi lors des conseils d'école. Malheureusement, ils peinent à recruter sur ces tout petits contrats précaires puisque les gens viennent le matin 3/4 d'heure et 3/4 d'heure le soir. Les voitures ne laissent pas passer, elles ont du mal à s'arrêter sur les heures de pointe du matin et du soir. Au bout d'un moment, quand il y a un petit attroupement ou quand il y a un parent qui accompagne, force le passage pour faire traverser tout le monde. Mais on a peur. Il y a aussi des enfants qui, eux, forcent le passage, sauf qu'ils sont petits. Et là, on attend l'accident. On se dit qu'il n'y a que comme ça que les choses vont bouger. Contactée par nos soins, la ville nous a informé par mail s'être saisie de la situation et étudier une solution pour la rentrée prochaine. À noter cette autre action de l'association de parents d'élèves de l'établissement. Ils se sont rassemblés lundi 3 juillet pour protester contre la fermeture d'une classe de maternelle. Parlons à présent de la course Les Sables Horta Les Sables, une course en double et sans assistance réservée aux classes 40, 2540 milles à travers le golfe de Gascogne et l'archipel des Açores. Les concurrents sont arrivés cette nuit à partir de 2h du matin. Le tandem Xavier Macaire, Morgane Lagravière sur Groupe SNEF en tête. 4 jours, 11 heures et 21 secondes après leur départ de cette île des Açores. Les premiers sur cette deuxième étape, mais au classement général, la victoire revient à Alberto Bona et Pablo Santourdé sur IPSA. On les écoute. C'est génial, c'est une victoire qu'on avait cherchée depuis longtemps parce que cette saison, on a fait un transat déjà qu'on a fini 3e, mais on avait le sentiment qu'on pouvait faire mieux. Après, à la Normandie Channel Race, on a fait 6e et on était avant-poste toute la course aussi. Donc, cette victoire, ça fait du bien, c'est sûr. C'était un peu stressant. On savait qu'on avait un petit matelas de 1h37. C'est pas beaucoup, on le savait. Mais on voyait les bateaux de Xavier et Amaris à 400 000 et on savait que si les vents ils tenaient jusqu'à la fin, on pouvait le faire. IPSA était arrivé premier à Horta et nous deuxième avec beaucoup de retard parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent quand on est arrivé à Horta et donc on avait beau être pas très loin, on a eu 1h40 de retard à Horta et là sur cette étape pour gagner la course au général il aurait fallu rattraper ces 1h40 et on a beau avoir été devant IPSA assez loin devant, on n'avait que 1 heure parce que cette fois-ci il y avait du vent à l'arrivée au Sable d'Olonne. Donc au final le cumulé des deux c'est IPSA qui gagne la course générale. C'est presque une course parfaite de faire 2 et 1 sur les 2 étapes mais c'était pas suffisant malheureusement au temps cumulé de la course. 16 classes 40 étaient au départ de la première étape de la course. Mardi, on inaugurait la nouvelle maison de santé de l'Hermenot, une commune située au nord de Fontenay-le-Comte. Après 10 mois de travaux et une extension du bâtiment, ce nouvel équipement a pour objectif de favoriser l'implantation de nouveaux professionnels de santé dans des conditions d'exercice plus confortables. On découvre lesquelles dans ce reportage. Après 330 000 € d'investissement lors de l'achat, puis 400 000 € de travaux, voici officiellement inaugurée la maison de santé pluriprofessionnelle de l'Hermenot. Une maison qui a été achetée par la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée en 2021, que nous avons agrandie pour accueillir le maximum de professionnels. Aujourd'hui, il faut des outils qui soient attirants pour les professionnels de santé. Dans les 330 mètres carrés, un cabinet infirmier, un psychologue, une diététicienne, une salle de réunion et surtout 4 bureaux de médecins généralistes libéraux, 2 bureaux par praticien qui sont épaulés par une assistante de consultation. Tous les médecins n'utilisent pas forcément une assistante de consultation, mais l'objectif, c'est qu'elle accueille en fait tranquillement le patient, qu'elle puisse l'installer dans un bureau, pouvoir lui poser en fait les premières questions, prendre les constantes, en fait prendre aussi un peu la demande qui n'est pas toujours facile à exprimer, et puis tout ce qui est un peu plus administratif. Comme ça, le médecin se concentre principalement sur sa vraie vocation, qui n'est pas forcément l'administratif, mais plutôt le patient et le diagnostic. Et puis en fait, pendant ce temps-là, l'assistante installe l'autre patient, ce qui permet en fait de gagner un petit peu de temps et du coup le médecin peut prendre plus de patients et c'est un peu l'objectif désormais. Le docteur Pouplet est actuellement le seul généraliste en place à l'Hermenot. Il compte sur la maison de santé pour en attirer un second. À mon avis, c'est nécessaire parce que l'aspiration des jeunes médecins qui veulent s'installer en particulier dans le milieu libéral, le travail en équipe, c'est-à-dire au sein d'une maison de santé, et le travail avec assistante de consultation, c'est plébiscité
Ça les aide et aussi ça les rassure un petit peu au début, le travail en équipe et la présence d'une assistante. Ça permet de gagner un peu de temps, mais ça permet d'améliorer la qualité des consultations, de la prise en charge, de la prévention, du dépistage d'une manière très très importante. L'installation du second médecin généraliste pourrait avoir lieu d'ici le début de l'année prochaine. Des pistes seraient étudiées. À noter le versement par la communauté de communes d'une aide à l'installation de 10 000 € pour le futur praticien qui s'engage en contrepartie à exercer en pays de Fontenay-Vendée pendant une durée de 5 ans. Et une autre maison de santé existe en pays de Fontenay-Vendée. Il s'agit du Moulin Lio à Fontenay. La Miss Les Sables d'Olonne Plage 2023 était élue ce mercredi soir sur la Grande Plage et le titre a été remporté par une auto-entrepreneuse âgée de 21 ans, Ilona Mariano, au centre de la photo. La jeune femme vient de Pornichet, mais elle connaît bien la Vendée pour y avoir résidé. Elle est donc à présent qualifiée pour l'élection de Miss Pays de la Loire 2023 qui se déroulera le 30 septembre à Château-Gontier en Mayenne. On reste à la plage à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La ville adhère désormais au label Handi-Plage de niveau 1, une démarche qui l'engage à mettre du matériel de baignade adapté à disposition des nageurs à mobilité réduite. Un label valable jusqu'en 2027 et qui concerne la grande plage. L'idée est de faciliter l'accès PMR au littoral de Saint-Gilles, du stationnement jusqu'à la baignade. Et parmi les aménagements, 2 vestiaires de plage démontables ont fait leur apparition sur le Remblai. Ce vestiaire est mis à disposition de mi-juin à mi-septembre pendant la saison estivale et démonté après chaque saison. Ces vestiaires est ouvert librement à toutes les personnes, porteurs ou non de handicap. Nous avons beaucoup plus de touristes atteints de handicap qui viennent dans notre commune. Et cela nous semblait important de mettre du mobilier et des services en place aux personnes en situation de handicap. Ainsi s'achève cette édition. On se retrouve lundi pour toujours plus d'actualités. À bientôt.